La première question concerne la déclaration de Barack Obama au Sénégal lors de sa visite. Il disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Qu'en pensez-vous? Montrer comment est-ce que la jeunesse, en particulier Burkina Faso, doit lutter pour que vraiment les choses puissent changer et que l'Afrique puisse retrouver sa place dans le monde. Je voudrais savoir si au sein de l'Union africaine, il existe un cadre d'instruction de la jeunesse où elle peut donner son point de vue et prendre des décisions sur certains points d'avancement. Est-ce qu'un jour, on peut toujours inspirer l'Afrique sans les vautours, si on peut le dire? Nous qui sommes encore sur le chemin de la formation, quelles sont les compétences urgentes qui vont orienter nos domaines d'études et de recherche pour permettre un sursaut? Quand d'autres pays africains essayent de se développer, on fait tout pour arrêter ça. Je prends l'exemple du Nigeria, ce qui se passe actuellement au Nigeria. Nous lions les causes. Au Mali, en Libye, quand les pays africains essayent de se développer, on arrête. Alors, pensez-vous sincèrement que l'Afrique pourra un jour sortir de sa marginalisation comme le français avait posé la question? Est-ce qu'on doit accepter les manipulations d'un système qui ne respecte pas les règles de la Constitution, de peur de se faire assassiner un jour en voulant les dénoncer? Il y a eu beaucoup de choses que nous avions réalisées en Afrique ici, du temps de la colonisation, par les travaux forcés. Avec la main de nos ancêtres, de nos grands-parents, ils ont travaillé à la main pour construire des routes, pour construire des barrages qui ont existé jusqu'à une époque encore récente. C'est pourquoi il est important qu'il y ait cette nouvelle génération d'Africains qui croient au potentiel de l'Afrique et qui soient prêts à tout pour réaliser cela. Obama a dit qu'il faut des institutions fortes. Je sais que ça a suscité la polémique au Burkina ici aussi, parce que le président a porté la réplique. Ma réponse va se situer à mi-chemin. Je dois dire que les institutions sont le reflet des hommes qui les animent. C'est pourquoi je crois pertinemment que pour que nous ayons des institutions viables, des institutions efficaces, il nous faut des hommes viables. Quelqu'un qui anime une institution, s'il anime l'institution au mépris de la solidarité, ça ne servira à rien. Ça nous ramène à cette éternelle question de la promotion des valeurs dans notre société. C'est pourquoi j'estime qu'il faut un travail en profondeur. En 1960, quand la plupart des pays africains ont accédé à l'indépendance, on a imaginé qu'être indépendant, c'est avoir un territoire sur lequel est confinée une population. On met en place des institutions, on imagine quelques symboles et on a un État. Mais plus que tout ça, un État repose d'abord sur une nation. Nous oublions que nos États ont été découpés arbitrairement par les Occidentaux sans tenir compte de quoi que ce soit qui puisse créer les conditions subjectives de notre rattachement à ces espaces géographiques. Donc, la première tâche des premiers dirigeants aurait été de construire des nations. Travailler à construire des nations les aurait amenés à définir un socle de valeurs autour desquelles la communauté allait se retrouver. Mais nous en sommes où aujourd'hui? Quand vous êtes assis ici, on vous pose la question: qu'est-ce qui fait la particularité de votre identité en tant que Burkinabé?
vous n'êtes pas capable de répondre à cette question. Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, vous ne pouvez pas aimer le Burkina Faso. Parce que pour que vous aimez le Burkina Faso, il faut qu'il y ait une histoire qui vous lie subjectivement à ce territoire-là. Une histoire qui fait votre fierté, qui fait que vous vous reconnaissez comme tel. Et une histoire qui fait que vous vous dites, je dois léguer quelque chose à ceux qui vont venir. D'où la difficulté à aimer ce pays. D'où la difficulté pour les Maliens d'aimer le Mali. D'où la difficulté pour le Guinéen d'aimer la Guinée. Parce qu'on a détruit l'histoire. On a détruit la base du lien subjectif qui doit nous unir au territoire auquel nous appartenons. Et donc, ce travail, nous devons le faire. C'est ce travail en profondeur qui va amener le changement. Autrement dit, quand vous allez aux États-Unis aujourd'hui, l'histoire des États-Unis est récente, avec les peuplements des Occidentaux qui ont quitté pour aller s'installer aux États-Unis. On les appelait les pionniers. Mais aujourd'hui, les Américains, composés des pionniers, composés des Indiens d'origine, composés des Africains d'origine esclave, sont unanimes. Nous appartenons aux États-Unis et l'Amérique, c'est notre patrie et nous aimons l'Amérique. Nous défendons l'Amérique et nous voyons l'Amérique comme la première puissance du monde, dont nous nous considérons comme les plus forts du monde. Et nous avons cette fierté en nous-mêmes. Et tant que l'Africain n'aura pas cette estime de lui-même, tant que le Burkinabé n'aura pas cette fierté de lui-même, il ne pourra pas aimer son continent, il ne pourra pas aimer son pays. Regardez la plupart des pays africains. Les noms des pays africains ne symbolisent rien du tout. Aucune valeur. On prend le nom d'un pays, c'est une rivière, c'est un fleuve, c'est un marigot, c'est une montagne, c'est un animal. Quel symbole il y a derrière? Sauf le Burkina, où, à l'occasion de la Révolution, on a changé pour donner une valeur, pour donner un symbole, l'intégrité, qui doit déterminer notre comportement maintenant. Désormais, nous devons être des hommes intègres. C'est pourquoi le Burkina s'appelle la patrie des hommes intègres. C'est cette valeur qu'on a voulu symboliser. L'afro-pessimisme, c'est une pensée négativiste, une pensée fondée sur le pessimisme, une pensée qui fait prévaloir l'idée selon laquelle l'Afrique sera toujours dernière. Mais il n'est écrit nulle part que l'Afrique sera la dernière. L'Afrique a connu des civilisations qui ont rayonné dans le monde. L'Égypte était là, pour donner l'exemple, où la science naquit. Les philosophes européens venaient apprendre les mathématiques en Afrique, venaient apprendre l'arithmétique, la géométrie. Et tout cela, c'était l'Afrique. Mais on nous a dit, non, l'Afrique, nous sommes condamnés à être comme ça. Effectivement, si des intellectuels s'asseyent pour dire que non, on perd notre temps, on ne va jamais changer. Que direz-vous du paysan qui est assis dans son village, dont l'horizon ne se limite qu'à ce village-là qui ne quitte jamais? Comment il peut imaginer autre chose? Les compétences qu'il faut pour l'Afrique, nous sommes normalement appelés à être un grand chantier parce qu'il y a tout à construire en Afrique. Les routes, les hôpitaux, les écoles, les chemins de fer, les ports, les aéroports, les logements, les villes, l'électrification, les télécommunications, tout est à faire en Afrique. Ça veut dire que tous les secteurs de formation liés à ce secteur d'activité doivent être une priorité pour nous. Il faut former dans le secteur de l'ingénierie toutes spécialités confondues. Je vais vous donner quelques statistiques. Toute l'Afrique, aujourd'hui, forme annuellement 20 000 ingénieurs. Toutes spécialités confondues. L'Union européenne, à elle seule, forme 200 000 ingénieurs. Bien que l'Europe ait atteint un niveau de construction de ses infrastructures, elle forme 200 000 ingénieurs par an, soit 10 fois plus que l'Afrique, avec une population 5 fois inférieure à celle de l'Afrique. La Chine, à elle seule, forme 700 000 ingénieurs par an, parce qu'elle sait que la Chine est à construire, mais la Chine veut aller construire les autres aussi. Nous avons le secteur des mines, qui exige
toutes sortes de formations liées à la filière des mines. Nous n'en formons pas. Quand vous prenez le cas du Burkina, vous entendez parfois les autorités dire oui, 90% des gens qui sont dans les mines sont des Burkinabés. Ça, c'est la pyramide des emplois. Mais prenez la pyramide des salaires. Vous allez vous rendre compte que les 10% qui ne sont pas des Burkinabés prennent plus d'argent que les 90% qui sont Burkinabés. Pourquoi? Parce que dans les 90%, il y a les gardiens des chantiers, il y a les chauffeurs, il y a ceci, il y a cela. Mais les ingénieurs qui touchent la plus grande partie de l'argent sont des Canadiens, sont des Australiens. L'Afrique, pour exploiter son potentiel énergétique, son potentiel minier, a besoin de former les spécialistes dont elle a besoin dans ce domaine-là. Donc, voilà des filières dans lesquelles nous devons mettre l'accent pour la transformation de l'Afrique. Toute idée de transformation de la société doit se faire pour les hommes et par les hommes. Donc, si vous voulez transformer la société, il faut transformer les hommes à l'image de la société que vous voulez construire. Toute idée de transformation sociale passe par la transformation des hommes et des femmes de la société. Il faut anticiper, former notre jeunesse aux valeurs pour nous assurer que nous serons assis sur du roc. Cette jeunesse formée aux valeurs sera une jeunesse responsable. Vous avez beau avoir les meilleures idées, on peut les retourner contre vous. Mais quand quelqu'un est un patriote, quand quelqu'un est convaincu de la justesse de ce que vous faites, même si on veut les retourner contre vous, ils vont refuser. Alors qu'aujourd'hui, si vous êtes un très bon dirigeant, mais que la majorité de la population n'est pas formatée dans votre mode de pensée et d'action, on va retourner cette population contre vous. Comme on a retourné les Hébreux contre Jésus en son temps, qui était un prophète. Comme quoi, on peut retourner les peuples contre leurs prophètes, contre leurs dirigeants. Tout simplement si le peuple est ignorant, si le peuple n'a pas accès à la lumière, n'a pas accès à la vérité. Le silence devant le crime a sa part de responsabilité dans le crime commis. L'Afrique a des ressources qui sont convoitées et les ressources seront toujours convoitées. Moi, je ne crois pas en la théorie du « nous n'arrivons pas à transformer nos ressources pour nous-mêmes parce qu'on n'a pas les moyens ». Dans aucun pays, il y a des moyens, comme des arbres, on va cueillir les feuilles pour dire « voici les moyens pour… » Non. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les capitaux circulent. On n'est pas obligé de passer même par des États. Dans beaucoup de pays développés, des individus sont plus riches que les États et ne cherchent que les intérêts. Il nous suffit de savoir négocier avec ces gens-là pour qu'ils viennent investir chez nous, mais en gardant à l'esprit que s'ils investissent chez nous, c'est pour nos intérêts à nous, en leur donnant aussi une partie du gâteau. C'est clair. Mais qu'ils ne viennent pas tout prendre et puis nous laisser. Ça, ce n'est pas possible. Très jeune, j'ai pensé qu'il fallait avoir des valeurs et des principes dans sa vie. Pour moi, ma vie devait être guidée par des principes et je devais fonder ma vie sur des valeurs. À la fin de l'école primaire, je suis entré au Britannique, au PMK, et j'ai fait toutes mes études au PMK et j'ai été plus ou moins voué à la carrière militaire. C'est comme ça que ma vie se dessinait. Mais déjà, après le bac, tout en voyant une carrière militaire, j'ai estimé qu'il fallait que j'étudie le droit. J'ai commencé à étudier le droit et fait ma formation militaire, j'ai embrassé ma carrière militaire. Et comme j'ai toujours eu le courage de mes idées et que ça n'a pas toujours plu aux autorités, j'étais à Gawa. Un jour, on m'informe que je suis radié de l'armée. Le chef de l'État a signé un décret pour me radier de l'armée. Et on me reverse à la fonction publique. Le ministre de la fonction publique prend un arrêté, il m'affecte à Nouna comme agent de bureau, avec un salaire de 30 000 francs CFA. J'étais le plus instruit au haut commissariat, mais j'étais agent de bureau. Pour moi, dans la vie, il y a toujours des opportunités. Je ne pouvais plus continuer mes études de droit parce qu'il y avait des travaux dirigés. Je me suis inscrit en philosophie. J'ai choisi de me présenter à l'examen terminal unique, que je n'étais pas obligé de venir faire des devoirs parce qu'il y avait le système de contrôle continu et le système d'examen terminal unique. Donc j'ai choisi
l'option examen terminal unique. Je venais trimestriellement prendre les cours avec les étudiants et je repartais à Nouna me consacrer à mes études, tout en faisant mon travail d'agent de bureau. J'ai choisi une attitude qui m'a permis de grandir. Et je dis souvent aux jeunes, c'est votre attitude qui déterminera votre altitude. Si vous avez une mauvaise attitude, vous serez toujours au bas de l'échelle. Et notre pays connaît des mutations. On dit, bon, on va réhabiliter les gens qui ont été victimes d'injustice, etc. On me réhabilite, mais on dit au ministre de la Défense, il ne faut jamais le ramener à l'armée. Il est réhabilité, mais il faut l'envoyer dans un ministère, pas à l'armée. On me dit de choisir 3 institutions, au moins pour me donner l'impression que j'ai choisi où je vais aller. J'ai fait de la provocation calculée. J'ai choisi le ministère de la Défense, en sachant qu'on ne me renverrait jamais au ministère de la Défense. J'ai choisi la présidence du FASO, en sachant qu'on ne m'enverrait jamais à la présidence du FASO. Et j'ai choisi les affaires étrangères en me disant, en dernier recours, c'est là-bas qu'on va m'envoyer. Parce que j'avais toujours eu ce faible pour la diplomatie. Et c'est comme ça que j'ai parachuté au ministère des Affaires étrangères. Alors, pour me donner les meilleures chances, j'ai fait des recherches pour m'inscrire en études diplomatiques. Les Français, à travers l'ambassade, m'avaient promis une bourse. Mais quand j'ai eu l'inscription, j'ai attendu la bourse en vain. Ils ont fini par me dire, vous savez, ce sont vos autorités même qui disent de ne pas vous donner la bourse. Hein. J'ai dit, bon, les autorités vous ont dit de ne pas me donner la bourse, mais qu'à cela ne tienne, je ferai de mon mieux, quitte à vendre tout ce que j'ai. Il faut que je fasse ce DSS-là. Mais Dieu aussi a pourvu. Un DSS, c'était en 18 mois. Il faut rédiger un mémoire, en plus des études théoriques. Mais moi, dès le premier trimestre, j'ai trouvé le thème. Et donc, en même temps que je faisais les études théoriques, je rédigeais aussi le mémoire. Et j'ai réussi à boucler ce DSS en 1 an au lieu de 18 mois. Donc, tout ça, ça montre que c'est le courage, c'est la discipline, c'est la rigueur, la foi en soi. J'ai progressé comme ça. Mon premier poste avec l'OUA, ce fut en 1995, au Burundi. Et après 1 an, Buyoya a fait son 2e coup d'État que nous avons condamné et nous avons été déclarés persona non grata et expulsés du Burundi. Mais j'ai eu la chance d'avoir été repéré par l'Organisation des Nations Unies qui m'a recruté immédiatement et je suis resté au Burundi 3 années encore. Ensuite, l'Organisation des Nations Unies m'a transféré au Rwanda et pendant que j'étais là, c'était dans les années 2000, le Burkina avait de sérieux problèmes avec la communauté internationale. On accusait le Burkina d'être un État voyou. On était accusé d'être dans des trafics de diamants, d'armes, Sierra Leone, au Libéria, etc. À telle enseigne que nous étions marginalisés, nous étions menacés de sanctions par les Nations Unies et les États-Unis. Alors c'est en ce moment que les autorités se rendent compte qu'il y a un Burkinabé dans le système là-bas, qui doit avoir des réseaux. Ils me font appel. Je démissionne pour venir aider à éteindre cette braise sur laquelle le Burkinais était assis. Mais en tant que patriote, je n'ai pas exigé qu'on me paie le salaire que je gagnais là-bas. Et je vous le dis sincèrement, ce que je gagnais comme salaire passait 4 à 5 fois le salaire du chef de l'État. J'ai démissionné pour revenir prendre le salaire d'un simple fonctionnaire pour servir le pays. 2 années ont suffi pour mettre de l'ordre. Alors le ministre des Affaires étrangères a commencé à me regarder comme un adversaire. Parce que s'il a pu éteindre ces choses-là, il se pourrait qu'il devienne le ministre des Affaires étrangères. Donc, il a commencé à me combattre, à ne même plus me dire bonjour. Et il y a eu la crise du Darfour. L'Union africaine m'a à nouveau sollicité pour aller être son représentant au Soudan. Je suis allé au Soudan, j'ai fait 2 ans, puis vint le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Où une fois de plus, le pays avait des difficultés. Après avoir adhéré au mécanisme en 2003, le pays avait des difficultés jusqu'en 2006 à opérationnaliser ce mécanisme-là. On m'a sollicité, j'ai démissionné encore, je suis revenu pour servir le pays. Et jusqu'à l'heure où je parle, même les avantages qui étaient supposés être servis en termes d'indemnité de fonction, je ne les ai jamais touchés jusqu'à aujourd'hui.
J'ai servi le pays pendant 7 ans. Moi, c'était un sacerdoce, un devoir patriotique que j'accomplissais. Madame Zouma a été élue, elle m'a demandé d'être son directeur de cabinet. J'ai démissionné encore, et je suis parti. Voilà. C'est tout ça qui montre que la vie, on peut l'organiser si on croit à des valeurs. La persévérance, le courage, la quête de l'excellence, la discipline. Parce que, par exemple, quand j'étais aux affaires étrangères, moi je payais de ma poche pour aller apprendre l'anglais au centre culturel américain. Pendant ce temps, l'ambassade des États-Unis donnait des bourses aux affaires étrangères. On refusait de me donner la bourse parce que j'étais un halogène. Et moi, je payais de ma poche, je partais pour faire ma formation en anglais. Et voilà que je travaille avec la présidente de la commission qui ne parle pas un seul mot de français. Ça veut dire que tout ce que je fais avec elle, c'est en anglais. Je rédige ses discours en anglais, je rédige les miens en anglais, je prépare toutes ses correspondances en anglais. Et aujourd'hui, on vous dit que je parle une dizaine de langues. Ce n'est pas en dormant dans les maquis que j'ai appris 10 langues. Pas en dormant dans les maquis. À l'Union africaine, tout le monde me connaît. Je quitte souvent à minuit ou 1 h du matin. Je n'ai pas de samedi, je n'ai pas de dimanche. Mais je trouve toujours le moyen, 1 h, 2 h, la nuit encore, d'écrire quelques phrases, quelques pages avant de me coucher. C'est le sens que l'on peut donner à sa vie si on décide de laisser quelque chose. Et je vais vous dire une chose, j'aurais pu refuser de venir servir ce pays pour ce que j'ai subi comme injustice. Parce que quand on m'a sanctionné, je n'avais rien fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je dis je n'ai rien fait. Le décret, il n'y a pas de motif. Un décret signé arbitrairement, radié du cadre, de la fonction, et du cadre des contrôles de l'armée et reversé à la fonction publique. Ça s'arrête là, pas de motif. On vous a dit que j'ai été décoré à titre exceptionnel en 1986. Vous savez que les décorations, c'est comme les grades. À partir d'un certain nombre d'années, vous devez passer à la prochaine décoration. La médaille d'or du flambeau de la Révolution, qui correspond à la dignité de commandeur de l'ordre national, est la 3e décoration dans l'ordre national, après quoi il reste 2, la dignité de grand officier et la dignité de grand croix, qui est celle que le chef de l'État porte quand il prête serment. Selon les textes, quand vous avez une décoration, après un certain nombre d'années d'ancienneté, on vous fait passer. Et comme la décoration de commandeur de l'ordre national, généralement les gens obtiennent ça quand ils ont 30 ans, 35 ans de service ou même peut-être plus, ils ne progressent pas beaucoup. Moi, je l'ai eu au début de ma carrière, donc je devais progresser pour devenir grand officier et grand croix. Depuis 1986, je n'ai pas bougé d'un iota et ça ne me décourage pas. J'aurais pu dire, bon écoutez, comme je n'ai plus rien à prouver dans ce pays, puisque normalement les décorations sont faites pour vous encourager, pour reconnaître ce que vous faites, j'aurais pu dire, bon écoutez, moi je ne vais plus rien faire dans ce pays-là parce que je n'avance pas. Si on se base sur ça, on va renoncer à servir le pays. Tant que je peux apporter ma contribution pour le pays, je le ferai. Et aujourd'hui, je suis en Éthiopie. Si demain, le pays a besoin de moi, je reviendrai encore jusqu'à ce que je meure.